Fort Laramie se dressait à la lisière de la Grande Prairie, là où la terre des hommes blancs rencontrait celle des Lakota. Le capitaine Josh Mackenzie mit pied à terre près du piquet d'attache, secouant de son uniforme la poussière rouge de 3 jours de route. Le vent de septembre agitait le drapeau au-dessus de la palissade, et une tension flottait dans l'air, peut-être le pressentiment d'une tempête imminente, ou la tension qui accompagnait toujours la rencontre de deux mondes. « Capitaine Mackenzie ?» Le commandant du fort, le colonel Harrison, vint à sa rencontre en s'épongeant le front avec un mouchoir. Son visage exprimait un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Dieu merci, vous êtes arrivé. Les négociations sont prévues pour demain à l'aube, mais nous avons un problème. » Josh se redressa, vérifiant instinctivement que son revolver était bien à sa ceinture. « Quel genre de problème, colonel ?» Le vieux Jeremiah, qui traduit habituellement pour nous, a été terrassé par la fièvre il y a 3 jours. Le médecin parle d'une pneumonie. Le chef Nuage Rouge est déjà en route avec ses hommes, et nous n'avons pas d'interprète. Harrison serra nerveusement le mouchoir dans son poing. Washington vous envoie pour négocier de nouvelles frontières, et nous ne pourrons même pas échanger un mot. Josh ferma les yeux, sentant la fatigue et l'agacement se mêler en un nœud pesant. Il avait passé les 3 derniers mois à étudier des documents, des cartes, à se préparer pour ces négociations. Le général Sheridan lui avait personnellement donné ses instructions. Éviter une nouvelle guerre à tout prix, sans pour autant céder trop de terrain. Un équilibre qui semblait impossible, même sur le papier, et maintenant sans interprète. « N'y a-t-il donc personne qui connaisse la langue Lakota ?» demanda-t-il en déboutonnant le col de son uniforme. La chaleur était étouffante, malgré l'automne. « Si » répondit Harrison en hésitant. « Mais vous devez comprendre, capitaine, ce n'est pas une situation ordinaire. Je lui ai envoyé un messager. Elle devrait être ici ce soir. » « Elle ?» Josh haussa un sourcil. Le colonel hocha la tête, visiblement peu enthousiaste. « Raven Stormcloud, une métisse. Sa mère était de la tribu Sioux, son père un marchand de Philadelphie. Elle a grandi dans une école missionnaire à Omaha, mais passe la moitié de son temps avec la tribu de Nuage Rouge. Elle parle leur langue comme sa langue maternelle, ainsi que l'anglais, le français, l'espagnol et un autre dialecte indien du Nord. « 5 langues, » murmura Josh. Impressionnant. Mais peut-on lui faire confiance? Si elle vit avec la tribu... C'est bien là le problème, l'interrompit Harrison. Elle est la seule en qui les 2 camps ont confiance. Nuage Rouge n'acceptera aucun autre interprète. Il la considère comme sa nièce, bien qu'il n'ait aucun lien de sang. Et nous... Eh bien, nous n'avons pas vraiment le choix. Josh hocha lentement la tête, observant le fort autour de lui. Les murs de bois, les miradors, les casernes. Quelques dizaines de soldats qui, en cas de problème, ne pourraient ne pas tenir tête à des centaines de guerriers Lakota. Les négociations n'étaient pas une simple formalité politique. Elles étaient une question de vie ou de mort pour tous ceux qui se trouvaient sur ce territoire. « Quand sera-t-elle ici ?» demanda-t-il. « Ce soir, comme je l'ai dit. Je vais vous montrer votre chambre. Vous pourrez vous rafraîchir. Le dîner sera servi aux messes des officiers à 7 heures. » Mais Raven Stormcloud arriva plus tôt. Josh se tenait près de la fenêtre de sa chambre, consultant des cartes, lorsqu'il entendit des cris à l'extérieur. Pas des cris d'alarme, mais plutôt des exclamations de surprise, mêlées d'admiration et d'incrédulité. Il sortit sur le porche de la caserne et vit une scène qui lui fit oublier toutes les cartes et tous les documents. Une cavalière sur un cheval pie entrait par les portes du fort. Elle se tenait en selle, comme si elle y était née. Le dos droit, les mouvements fluides, ne faisant qu'un avec sa monture. Ses longs cheveux sombres étaient tressés en 2 nattes, entrelacés de lacets de cuir et de plumes d'aigle. Elle portait une veste en dame couleur feuille d'automne, brodée de perles dans le style traditionnel Lakota, sous laquelle se trouvait une simple chemise de lin. Ses jambes, vêtues d'un pantalon de cuir, étaient chaussées de mocassins à tige haute.
Une carabine Sharps usée était suspendue dans son dos, et un couteau de chasse dans un fourreau brodé était attaché à sa ceinture. Mais ce qui frappa le plus Josh, ce fut son visage. Des pommettes hautes, une peau cuivrée et dorée, un nez fin et légèrement aquilin. Et ses yeux, sombres, presque noirs, qui regardaient un peu le monde avec un calme et une force telle que les soldats s'écartaient involontairement pour lui laisser le passage. Elle mit pied à terre d'un mouvement léger, tapota l'encolure de son cheval et se tourna vers Harrison, qui sortait précipitamment de son bureau. « Bonsoir, colonel. J'ai reçu votre message. » Sa voix était grave, légèrement rauque, avec un accent presque imperceptible et indéfinissable. Son anglais était impeccable, mais ses intonations trahissaient sa double nature. « Mademoiselle Stormcloud, merci d'être venue si vite. » Harrison ne savait manifestement pas comment se comporter. « Permettez-moi de vous présenter le capitaine Mackenzie. Il a été envoyé de Washington pour mener les négociations. » Raven tourna son regard vers Josh, et il sentit quelque chose vaciller en lui. Elle ne le regardait pas comme un officier de l'armée, ni comme un représentant du pouvoir qui opprimait son peuple. Elle regardait à travers l'uniforme et les grades, jaugeant l'homme. Et Josh n'était pas sûr d'avoir réussi son examen. « Capitaine Mackenzie, dit-elle, sans faire mine de lui tendre la main, j'ai entendu parler de vous. On dit que vous avez participé à la bataille de Little Bighorn. » La mention de cette bataille s'interposa entre eux comme une lourde pierre. Little Bighorn, où Custer et tout son détachement avaient été anéantis par les forces unies des Lakota et des Cheyennes. La plus grande victoire des Indiens et la plus grande honte de l'armée. « J'étais dans le détachement de réserve, » dit Josh à voix basse. « Nous sommes arrivés trop tard. »« Heureusement pour vous, » répondit-elle, sans la moindre trace de moquerie ou de jubilation dans sa voix. Simplement la constatation d'un fait. Autrement, nous ne serions pas en train de discuter en ce moment. Mademoiselle Stormcloud, intervint Harrison, cherchant visiblement à apaiser la tension. Les négociations commenceront demain à l'aube. Le chef Nuage Rouge a établi son camp à 2 miles d'ici. Peut-être souhaitez-vous vous rafraîchir après votre voyage. Je vais faire préparer une chambre pour vous. Merci, colonel, mais je vais rejoindre mon peuple dans leur camp, répondit Raven. Nuage Rouge doit savoir ce qui se passe ici, et je dois lui parler du capitaine Mackenzie. Elle regarda de nouveau Josh, et cette fois, il soutint son regard. « Que lui direz-vous exactement à mon sujet ?» demanda-t-il. Raven inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait quelque chose d'inaudible. « Je lui dirai que vous êtes jeune pour un capitaine, qu'il y a de la lassitude dans vos yeux, mais pas de cruauté, que vous portez une arme, mais que vous ne vous en vantez pas. » Elle fit une pause, et que vous craignez les négociations de demain presque autant que Nuage Rouge les craint. « Je n'ai pas peur, » objecta Josh, mais ces mots sonnèrent faux, même à ses propres oreilles. « Alors vous êtes un imbécile, » dit Raven calmement. « Seuls les imbéciles n'ont pas peur de ce qui peut déclencher une guerre ou y mettre fin. » Elle se retourna, s'apprêtant à partir, mais Josh fit un pas en avant. « Attendez, je dois savoir que vous traduirez avec exactitude. Sans rien ajouter ni retrancher, ces négociations sont trop importantes pour les deux parties. » Raven s'arrêta sans se retourner. « Je traduirai chaque mot, capitaine, parce que les deux camps méritent d'entendre la vérité. Mais sachez une chose, la vérité sonne différemment dans deux langues. Ce qui vous semble être une proposition juste peut résonner pour mon peuple comme une trahison de plus. Je serai un pont d'entre vous, mais les ponts enjambent des abîmes, et parfois ils s'effondrent sous le poids de ce qu'ils transportent. » Elle monta à cheval et quitta le fort sans un regard en arrière. Josh la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point sombre sur la prairie du soir. « Une femme peu commune, » remarqua Harrison debout à côté de lui. « Je la connais depuis qu'elle est enfant,
Son père l'amenait au fort quand elle avait environ 8 ans. Elle traduisait déjà pour les marchands. Une enfant étonnante. Puis les missionnaires l'ont emmenée à l'école, pensant faire d'elle une chrétienne civilisée. Il eut un petit rire. C'est le contraire qui s'est produit. Elle a appris tout ce qu'il pouvait te lui offrir. Les langues, la lecture, l'écriture, même les mathématiques. Puis elle est retournée auprès de sa tribu et a commencé à vivre entre deux mondes. Ni tout à fait d'un côté, ni tout à fait de l'autre. Ça doit être difficile, murmura Josh. Difficile? Harrison haussa les épaules. Peut-être, mais je l'ai vu tirer. L'année dernière, il y a eu un incident avec des chasseurs ivres qui ont essayé de prendre de force ce qu'elle n'avait pas l'intention de donner. Elle les a mis à terre tous les trois avec sa carabine, sans tuer personne, mais en leur passant l'envie d'importuner les femmes. Elle visait les épaules et les bras. Une précision chirurgicale à 100 yards de distance. Josh imagina la scène. La silhouette élancée avec une carabine. Des mains calmes, des tirs précis. La plupart des soldats de son détachement n'auraient pas pu en faire autant. « Venez, capitaine », l'appela Harrison. « Vous avez besoin de vous reposer avant demain. Un repas, un bain et une bonne nuit de sommeil. Car demain, vous rencontrerez Nuage Rouge, et ce n'est pas la même chose que de faire un rapport à des généraux à Washington. » Mais cette nuit-là, Josh ne put dormir. Il était allongé sur sa couchette rigide, écoutant les bruits nocturnes du fort, les pas des sentinelles, le hennissement des chevaux, le hurlement lointain d'un coyote. Et il pensait à la femme aux yeux sombres qui vivait entre deux mondes et semblait n'appartenir complètement à aucun. Il était venu ici avec une mission claire. Négocier de nouvelles frontières pour la réserve. Convaincre les chefs d'accepter les conditions du gouvernement. Éviter une nouvelle guerre. Les documents dans sa sacoche avaient été rédigés par des juristes, approuvés par le Congrès, signés par le général Sheridan. Tout avait été calculé, pesé, justifié. Mais alors, pourquoi, lorsque Raven Stormcloud le regardait, avait-il l'impression que tous ces papiers ne valaient rien? Que les véritables négociations ne porteraient pas sur des frontières sur des cartes, mais sur quelque chose de bien plus profond et dangereux. Josh se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la nuit. Quelque part là-bas, à 2 miles de là, brûlaient les feux des Lakota. Quelque part là-bas, Raven était assise près d'un feu, parlant avec Nuage Rouge dans une langue que Josh ne comprenait pas. Parlait-elle de lui? Et si oui, que disait-elle exactement? Il retourna à la table, alluma la lampe et déplia de nouveau les cartes. Des lignes rouges marquaient les nouvelles frontières de la réserve. En bleu, les territoires que le gouvernement était prêt à laisser aux tribus. En vert, les terres contestées, revendiquées par les deux camps. Tout semblait si clair sur le papier. Mais Josh savait que demain, lorsqu'il se trouverait face à Nuage Rouge, lorsque la voix de Raven traduirait ces mots en langue Lakota, toutes ces lignes sur la carte se transformeraient en quelque chose de vivant, de douloureux, qui exigerait non seulement de l'intelligence, mais aussi du cœur. Et il n'était pas sûr que son cœur soit prêt pour cette rencontre. Surtout après avoir vu les yeux de Raven Stormcloud, des yeux dans lesquels se reflétaient deux mondes, deux âmes, deux vérités, qui ne pourraient jamais n'en faire qu'une. L'aube viendrait bien trop vite. L'aube teinta la prairie de nuancés de cuivre et d'or. Josh sortit de la caserne alors que les premiers rayons du soleil touchaient à peine la palissade du fort. Il avait revêtu son uniforme de cérémonie, ciré ses bottes jusqu'à ce qu'elles brillent, et vérifié son revolver, bien qu'il sût que l'arme serait plus un symbole qu'un outil lors des négociations. Harrison l'attendait déjà près des portes avec 2 soldats d'escorte. Nuage Rouge a envoyé un messager il y a 1 heure, l'informa le colonel en serrant la ceinture de son sabre. Ils nous attendent à un demi-mille du fort, sur la rive haute de la rivière. Territoire neutre, comme convenu. Josh hocha la tête, sentant un nœud froid se former dans son estomac. Il avait participé à des batailles.
vu la mort, commandé des hommes sous le feu ennemi. Mais maintenant, avant cette rencontre, une anxiété d'un tout autre genre l'envahissait. C'était une bataille sans armes, où chaque mot pouvait être un coup de feu, chaque phrase le début de la guerre ou de la paix. Ils sortirent du fort à cheval, avançant au pas. L'air matinal était frais, sentant l'absinthe et la fumée des feux de camp. Josh observait la prairie, si vaste et indifférente aux querelles humaines. Ici, au milieu de cette beauté sauvage, les traités et les frontières semblaient artificiels, factices. Le camp des Lakota apparut au détour de la rivière. Plusieurs tipis se dressaient en demi-cercle, leurs silhouettes coniques se découpant nettement sur le ciel matinal. La fumée des feux montait en colonne droite dans l'air calme. Josh aperçut les silhouettes des guerriers postés à la lisière du camp, immobiles, vigilants, fusils et arcs à portée de main. Au milieu de la clairière, entre le camp et la rivière, une grande peau de bison était étendue. Nuage Rouge y était déjà assis, un chef dont le nom était connu de chaque soldat sur la frontière. Il avait environ 50 ans. Son visage était sillonné de rides, mais ses yeux restaient vifs et perçants. Il portait une chemise en peau de cerf brodée de piquants de porc-épic et de perles, et un collier de griffes d'ours pendait à son cou. Ses longs cheveux gris étaient tressés en 2 nattes, ornés de plumes d'aigle, signe de ses exploits et de son statut. À côté de lui se tenait Raven. Josh sentit son regard s'attarder involontairement sur elle. Aujourd'hui, elle portait une tenue différente, une robe traditionnelle, Lakota un daïm souple, teinté un rouge foncé avec de l'ocre. Le long de l'ourlet et des manches courait une broderie de perles, des motifs géométriques complexes, qui racontaient une histoire compréhensible seulement pour ceux qui savaient te les lire. Ces nattes étaient ornées de lacets de cuir où étaient enfilées des perles d'os. Elle portait de hauts mocassins à franges. Elle semblait faire partie de ce monde. Le monde des prairies, des tipis, des feux de camp et des traditions anciennes. Et pourtant, quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle tenait la tête, trahissait une autre éducation, une autre expérience. Josh mit pied à terre, confia les rênes à l'un des soldats et s'avança lentement vers la peau de bison. Harrison resta en arrière. C'était une rencontre entre le capitaine et le chef. Personne d'autre ne devait s'interposer. Nuage Rouge le regardait, immobile, évaluateur. Josh s'arrêta à quelques pas de la peau, se redressa et salua, non pas avec le geste militaire de soumission, mais en signe de respect envers un adversaire égal. Raven parla en langue Lakota, rapidement, de façon chantante, avec des intonations qui ressemblaient au courant d'une rivière. Nuage Rouge répondit sans quitter Josh des yeux, et Raven traduisit. Le chef Nuage Rouge salue le capitaine Mackenzie. Il dit qu'il vous a vu en rêve il y a 3 nuits. Vous étiez au sommet d'une colline et derrière vous se trouvait une grande ville avec des maisons de pierre et des chemins de fer. Devant vous s'étendait la prairie, où couraient les bisons et vivaient des hommes libres. Et vous regardiez des 2 côtés, sans savoir où aller. Josh sentit des frissons parcourir sa peau. Il ne croyait pas aux rêves prophétiques. Mais il y avait une telle assurance dans les paroles du chef qu'il était impossible de les ignorer. Dites au chef Nuage Rouge que je ne suis pas venu ici pour choisir entre les mondes, répondit-il lentement, pesant chaque mot. Je suis venu pour trouver un chemin sur lequel les 2 mondes peuvent avancer côte à côte, sans se détruire mutuellement. Raven traduisit, et Nuage Rouge hocha la tête, invitant Josh d'un geste à s'asseoir. Le capitaine s'assit sur la peau en face du chef, croisant les jambes. Entre eux reposait le calumet de la paix, long, orné de sculptures et de plumes. Nuage Rouge prit le calumet, le bourra de tabac provenant d'un sac en cuir, et l'approcha d'une braise que Raven avait sortie d'une petite coupe en argile. La fumée s'éleva, et le chef prononça quelques mots à voix basse, s'adressant au ciel, à la terre, aux 4 points cardinaux. Puis il tira une bouffée et tendit le calumet à Josh. Ce n'est pas une simple couche,
dit Raven à voix basse en les observant. C'est un rituel sacré. La fumée porte vos paroles au grand esprit. Si vous mentez après avoir partagé le calumet, votre âme sera maudite. Josh prit le calumet, sentant le poids de ce moment. Il tira une bouffée. La fumée était forte, amère, brûlant la gorge, et expira en regardant Nuage Rouge dans les yeux. Dans ce regard, il n'y avait ni hostilité, ni amitié, seulement l'attente de la vérité. « Chef Nuage Rouge », commença Josh, et Raven se mit aussitôt à traduire, sa voix résonnant comme l'écho de ses paroles dans une autre langue. Le gouvernement des États-Unis m'envoie avec une proposition. Nous voulons établir de nouvelles frontières pour la réserve, qui seront justes pour votre peuple et permettront aux colons blancs de vivre sur leurs terres saines sans crainte. Nuage Rouge écouta la traduction et répondit. Sa voix était profonde, chargée de l'amertume de nombreuses années d'expérience. Le chef dit. Raven regardait ailleurs comme pour ne pas voir la douleur dans les yeux du vieil homme, que chaque fois que des hommes en uniforme bleu viennent avec de nouveaux traités. Les terres de son peuple rétrécissent. D'abord, vous avez promis que toutes les terres au-delà de la rivière Missouri appartiendraient aux Lakota pour toujours. Puis, vous avez trouvé de l'or dans les Black Hills et le pour toujours a pris fin. Maintenant, vous parlez à nouveau de justice. Mais il ne voit que de nouvelles lignes sur des cartes qui coupent son peuple des lieux où ses ancêtres sont enterrés. Josh serra les poings, mais garda une voix calme. Je ne peux pas changer le passé, chef. Je sais que votre peuple a souffert, que des traités ont été violés. Mais je suis venu ici pour trouver une solution qui mettra fin à l'effusion de sang. Si nous ne parvenons pas à un accord maintenant, l'armée reviendra en plus grand nombre. Le général Sheridan ne veut pas d'une nouvelle guerre, mais il recevra des ordres si les négociations échouent. Raven traduisait, et il voyait son visage se figer, devenir impénétrable. Elle était le pont entre eux, mais il sentait que chacune de ses paroles lui causait de la douleur, même si elle ne le montrait pas. Nuage Rouge parla longuement, ses mots coulant comme une rivière, tantôt calme, tantôt agité de rapide de colère. Raven traduisit, sans omettre la moindre nuance. Le chef dit que son peuple n'a pas peur de mourir au combat. Les guerriers Lakota meurent les armes à la main depuis des milliers d'années, et c'est une mort honorable. Mais il ne veut pas que ses enfants et petits-enfants meurent d'une mort lente dans les réserves, où la terre est mauvaise, où il n'y a pas de bisons, où il faut mendier de la nourriture à un gouvernement qui les méprise. Il vous demande, capitaine Mackenzie, ce qui est préférable, une mort rapide en homme libre ou une longue vie en cage. Josh sentit les mots du chef le frapper plus fort que n'importe quel coup physique. Car il contenait une vérité qu'il avait tenté d'ignorer en étudiant les cartes et les documents à Washington. Les réserves étaient des cages, peu importe comment les politiciens les applènent. « Chef, dit-il lentement, je ne peux pas vous promettre la liberté telle qu'elle existait autrefois. Ces temps sont révolus, que cela nous plaise ou non. Mais je peux vous promettre de me battre pour que les terres qui resteront à votre peuple soient de bonnes terres en terre, pour qu'il y ait de l'eau, des pâturages, des zones de chasse. Et pour que le traité que nous signerons soit respecté, je vous donne ma parole d'officier et ma parole d'homme. » Raven traduisit, et quelque chose changea dans sa voix. Josh ne connaissait pas la langue Lakota, mais il entendit qu'elle ajoutait quelque chose de personnel. Peut-être une explication, peut-être son opinion. Nuageux Rouge la regarda, puis de nouveau Josh, et son visage s'adoucit légèrement. Le chef dit que Raven, sa nièce de cœur, lui a dit que vous n'êtes pas comme les autres officiers, traduisit-elle. Et pour la première fois ce matin, Josh vit une légère rougeur sur ses pommettes. Qu'il y a de l'honnêteté dans vos yeux. Il veut vous croire, mais son peuple a été trompé trop de fois. Josh sortit lentement des papiers pliés de la poche intérieure de son uniforme. Il déplia une carte et la posa sur la peau entre lui et le chef. Les couleurs rouge et bleu étaient clairement visibles dans la lumière du matin.
Voici ce que propose le gouvernement, dit-il en traçant la ligne rouge du doigt. La nouvelle frontière de la réserve. Elle était plus petite qu'actuellement, c'est vrai. Mais regardez, ici, il y a une rivière, ici des forêts, ici des plaines où pèsent encore des bisons. J'ai obtenu que les Black Hills restent en partie à votre peuple. Les lieux des cérémonies sacrées seront inviolables. Raven se pencha pour mieux voir la carte, et Josh sentit le parfum de fumée et d'herbe qui émanait de ses cheveux. Elle traduisait, passant son doigt sur les lignes, expliquant à Nuage Rouge ce qu'elle voyait sur le papier. Le chef regarda la carte longuement, en silence. Puis il parla, et ses mots étaient lourds comme des pierres. Il dit que la terre ne peut pas être divisée par des lignes. Tout comme la peau d'un bison ne peut être coupée sans que l'animal meure, traduisit Raven. Son peuple nomadise en suivant les troupeaux, vit en harmonie avec la terre, sans la posséder. Comment peut-on posséder le vent? Comment peut-on mettre une clôture autour du ciel? Je comprends, chef, répondit Josh. Mais le monde a changé. Les colons arrivent par centaines, par milliers. Le chemin de fer traverse les prairies. Les bisons se font plus rares chaque année. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi, mais c'est la réalité. Et si nous ne protégeons pas au moins une partie de la terre pour votre peuple maintenant, dans 10 ans, il ne restera plus rien. Ils parlèrent encore pendant 2 heures. Le soleil monta haut dans le ciel, la chaleur devint accablante. Josh sentait sa chemise collée à son dos sous l'uniforme, mais il ne se permit pas de montrer son inconfort. Nuage Rouge restait assis, immobile comme une statue, et seul Raven bougeait de temps en temps pour s'installer plus confortablement ou pour chercher de l'eau dans une gourde en cuir qu'elle leur offrit à tous les deux. Lorsqu'elle se pencha pour verser de l'eau dans une coupe en bois pour Josh, leurs doigts se frôlèrent un instant. C'était un contact fortuit, mais Josh sentit comme une étincelle le traverser. Raven leva les yeux, croisa son regard, et il vit dans ses yeux sombres de la surprise, mêlée à quelque chose qu'elle dissimula rapidement. Les négociations prirent fin sans décision définitive. Nuage Rouge dit qu'il devait consulter les anciens et les autres chefs de la tribu. Il promit de donner sa réponse dans 3 jours. Le chef vous invite demain à une cérémonie, annonça Raven, alors qu'il se levait de la peau. La danse du soleil. C'est un rituel important pour mon peuple, un moment sacré. Si vous venez, vous montrerez votre respect. Et peut-être verrez-vous quelque chose qui vous empêchera de nous considérer comme des sauvages, à enfermer dans des cages. Elle prononça ces derniers mots à voix basse, mais avec une telle force que Josh les ressentit comme un reproche. « Je n'ai jamais considéré votre peuple comme des sauvages, dit-il, et je viendrai à la cérémonie si le chef m'invite. » Nuage Rouge hocha la tête, dit quelque chose et se dirigea vers son camp, accompagné de ses guerriers. Josh resta debout avec Raven dans la clairière vide. Harrison et les soldats attendaient près des chevaux, assez loin pour ne pas entendre leur conversation. « Et vous avez ajouté quelque chose de personnel en traduisant, » dit Josh. « Je l'ai entendu. » Raven ne le nia pas. « J'ai dit à Nuage Rouge que je vois en vous un homme qui essaie de faire ce qui est juste dans un monde injuste. Que vous n'êtes pas un ennemi par nature, seulement par devoir. » Elle fit une pause, regardant la rivière. « Mais, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Le temps le dira. »« Et que pensez-vous de moi, vous ?» demanda Josh avant de pouvoir se retenir. Pas en tant qu'interprète, mais en tant que Raven Stormcloud. Elle se tourna vers lui, et le vent ébouriffa quelques mèches rebelles de ses tresses. Dans la lumière du matin, son visage était une alliance parfaite de 2 mondes, des traits nobles, une peau cuivrée, des yeux sombres où se reflétait le ciel de la prairie. « Je pense, capitaine Mackenzie, que vous êtes dangereux, » dit-elle lentement. « Pas parce que vous portez une arme et commandez des soldats, mais parce que vous me faites me demander si 2 mondes peuvent vraiment coexister. Et c'est une pensée dangereuse pour une femme qui a passé sa vie en équilibre entre eux, craignant de tomber dans l'abîme. Je ne veux pas être dangereux pour vous,
répondit Josh à voix basse. Alors vous n'auriez pas dû venir ici, dit Raven en reculant d'un pas. À demain, capitaine. La cérémonie commencera à l'aube. Venez seul, sans armes. C'est un moment sacré, et le revolver à votre ceinture serait une incitation aux esprits. Elle se dirigea vers le camp, et Josh la suivit du regard. Sentant que ces négociations seraient une épreuve, non seulement pour ses talents diplomatiques, mais aussi pour quelque chose de bien plus personnel. Quelque chose qu'il n'était pas prêt à s'avouer, même à lui-même. La nuit précédant la cérémonie, Josh ne dormit pas. Allongé dans la caserne, il écoutait le ronflement de son voisin de chambre et pensait au lendemain. La danse du soleil, il en avait entendu parler par d'autres officiers, mais personne n'avait pu expliquer précisément ce que c'était. On parlait de sacrifices, de guerriers se suspendant à des crochets plantés dans leur poitrine, de transes et de visions. Cela semblait effrayant et incompréhensible, comme beaucoup de choses dans la culture indienne. Mais Nuage Rouge l'avait invité, et refuser aurait signifié détruire le fragile pont qu'ils avaient commencé à construire. Josh se leva avant l'aube, se lava à l'eau froide, enfila de simples vêtements civils, un pantalon sombre, une chemise de lin, un gilet de cuir. Sans uniforme, sans insigne. Et, comme Raven l'avait demandé, sans armes. Il détacha son revolver de sa ceinture et le posa sur la table, se sentant étrangement vulnérable. Harrison le trouva aux portes du fort, alors que la brume grise de l'aube commençait à peine à s'éclaircir à l'est. « Êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée, capitaine ?» demanda le colonel en fronçant les sourcils. « J'ai entendu des histoires sur ce qui se passe lors de ces cérémonies. Le sang coule, les gens se poussent à des étapes proches de la folie. Si quelque chose tourne mal, Nuage Rouge ne signera aucun traité, l'interrompit Josh. Je dois montrer que je respecte leurs traditions, même si je ne les comprends pas entièrement. Courage ou folie, murmura Harrison. Parfois, il est difficile de distinguer l'un de l'autre. Josh quitta le fort seul, à pied. L'air matinal était humide de rosée, et l'herbe sous ses pieds laissait des traces mouillées sur ses bottes en cuir. Il marchait vers le camp des Lakota, et à chaque pas, son cœur battait plus fort. Non pas de peur, mais du pressentiment de quelque chose d'important, de décisif. Le camp était déjà réveillé. Des femmes étaient assises près des feux, préparant le repas. Des enfants jouaient entre les tipis, leurs rires sonnant comme ceux de n'importe quels enfants. Des guerriers qui vérifiaient leurs armes, parlant à voix basse. Quand Josh entra dans le camp, les conversations se turent. Des dizaines de pères d'yeux le fixaient, avec méfiance, curiosité, mais sans hostilité ouverte. Raven vint à sa rencontre. Aujourd'hui, elle portait une robe blanche en peau de cerf, si douce et si bien tannée qu'elle semblait presque luire dans la lumière matinale. Les bords étaient entornés de broderies, non pas de perles, mais de piquants de porc-épiquetins en rouge et jaune. C'était clairement une tenue de cérémonie, et Josh comprit qu'elle jouerait un rôle important dans le rituel. « Vous êtes venu, dit-elle simplement, et il ne put dire si elle était surprise ou heureuse. J'ai promis. Raven hocha la tête et lui fit signe de la suivre. Ils traversèrent dans le camp jusqu'à une grande clairière, où était érigé un poteau sacré, un haut tronc de peuplier, écorcé, avec des morceaux de tissu des 4 couleurs flottant à son sommet. Un cercle de pierres était disposé autour du poteau, et derrière de lui, des branches de saule formaient une sorte de clôture. Les anciens de la tribu se rassemblaient déjà près du cercle. Nuage Rouge se tenait au centre. À côté de lui, un chaman coiffé d'une parure de plumes d'aigle qui lui descendait presque jusqu'aux pieds. Le visage du chaman était peint d'ocre rouge et blanche, et il tenait une tresse de sauge qui fumait, dégageant une épaisse fumée aromatique. « Asseyez-vous là, » dit Raven, en indiquant une place sur le côté, où quelques personnes étaient déjà assises. « Ne dites rien, ne bougez pas sans nécessité. Observez et respectez ce que vous verrez. »
Josh s'assit sur l'herbe, les jambes croisées. À côté de lui, un vieux guerrier au visage balafré lui fit un signe de tête silencieux, reconnaissant sa présence. Les autres personnes assises, hommes et femmes de tous âges, regardaient le poteau sacré plongé dans une attente silencieuse. La cérémonie commença par des chants. Le chaman entonna un chant d'une voix haute et nasillarde, et les autres reprirent en chœur. Ce n'était pas une mélodie au sens habituel du terme, plutôt une incantation, une série de sons répétitifs qui vibraient dans l'air, créant une sensation presque physique de la présence de quelque chose de plus grand. Les tambours commencèrent à battre le rythme, profond, hypnotique, comme les pulsations du cœur de la terre. Josh regarda Raven rejoindre le cercle des femmes qui dansaient. Elles se déplaçaient lentement, glissant presque sur le sol, les bras levés vers le ciel. Leurs voix se fondaient en un seul flot sonore, ancien et poignant. Raven dansait les yeux fermés, et Josh vit quelque chose changer en elle. Elle cessait d'être la femme qui parlait 5 langues, qui portait les vêtements de 2 mondes. Elle devenait une partie de son peuple, une partie de cette terre, de ses chants, de cette foi. Puis vinrent les guerriers, de jeunes hommes dont les corps étaient peints d'ocre et de charbon. Le chaman prononça une longue prière sur eux, les purifiant avec la fumée de sauge. Josh ne comprenait pas les mots, mais il sentait leur poids, leur signification. C'était une requête aux esprits, un appel à la force, une préparation à l'épreuve. Ce qui se passa ensuite, Josh ne l'oublierait jamais. Le chaman prit un couteau en os aiguisé et fit des incisions sur la poitrine de 2 guerriers. Rapidement, précisément, le sang coula sur leur peau. Puis il inséra dans les incisions des chevilles de bois auxquelles étaient attachées de longues lanières de cuir brut. Les autres extrémités des lanières étaient fixées au poteau sacré. Les guerriers commencèrent à danser, reculant lentement, tendant les lanières. Leurs visages se tordaient de douleur. Mais ils ne criaient pas. Ils chantaient avec les autres, leur voix devenant de plus en plus forte, de plus en plus désespérée. Ils dansèrent pendant des heures. Josh ne savait pas exactement combien de temps s'était écoulé, car dans ce cercle, le temps s'écoulait différemment. Les tambours ne se taisaient pas, les voix ne faiblissaient pas, et les guerriers continuaient de tendre les lanières, jusqu'à ce que la peau de leur poitrine commence à se déchirer. Josh regardait, incapable de détourner les yeux, sentant quelque chose se retourner en lui. Ce n'était pas de la sauvagerie, comme il l'avait pensé. C'était un sacrifice, volontaire, conscient, sacré. Ces jeunes hommes offraient leur douleur, leur sang, pour recevoir des visions, pour prouver leur force, pour obtenir la bénédiction des esprits pour leur tribu. Finalement, l'un des guerriers s'effondra, libéré des chevilles. Le second le suivit quelques minutes plus tard. Ils gisaient immobiles, leur poitrine se soulevant dans une respiration lourde. Le sang mêlé à la sueur et à la peinture. Des femmes accoururent, les couvrirent de couvertures, commencèrent à nettoyer leurs blessures avec une infusion d'herbe. Raven s'approcha de l'un des guerriers, s'agenouillant à ses côtés. Josh la vit et lui dire quelque chose à voix basse, soutenir sa tête pour lui donner à boire de l'eau d'une gourde en cuir. Ses mains étaient douces, attentionnées, et il y avait dans ce geste une bonté si naturelle que Josh sentit sa poitrine se serrer. La cérémonie se poursuivit jusqu'à midi. On chanta des chants de gratitude. Le chaman prononça des prières, bénissant les guerriers qui avaient survécu à l'épreuve. Nuage Rouge parla de la force du peuple Lakota, de la nécessité de préserver les traditions, du fait que tant que de jeunes guerriers seraient prêts à verser leur sang pour des visions, le peuple vivrait. Quand tout fut terminé, Josh se sentit à la fois vidé et rempli. Il se leva, sentant ses jambes engourdies, et regarda autour de lui. Les gens retournaient à leur tipi, parlant à voix basse. L'atmosphère était paisible, presque joyeuse. L'épreuve avait réussi. Les esprits étaient insatisfaits. Raven s'approcha de lui alors qu'il se tenait à l'écart, ne sachant s'il devait partir ou rester. « Que pensez-vous de ce que vous avez vu »
demanda-t-elle. Sur le cuir blanc de sa robe, il y avait des taches de sang, pas le sien, mais celui de ceux dont elle s'était occupée. Josh chercha ses mots et ne les trouva pas. Finalement, il dit simplement « Je pense que je ne comprends rien à votre peuple, mais je pense aussi que ce que j'ai vu aujourd'hui était sacré, et que tout peuple capable d'une telle force d'âme mérite le respect et la liberté. » Raven le regarda longuement, d'un air scrutateur. « Venez, dit-elle enfin, vous devez manger. La cérémonie a été longue, et vous n'êtes pas habitué à cela. » Elle le conduisit à un petit feu à l'écart du camp principal, où de la viande et des légumes mijotaient dans un chaudron. Raven remplit 2 bols en bois et en tendit un à Josh. Ils s'assirent sur une bûche, et il découvrit avec surprise qu'il avait terriblement faim. Ils mangèrent en silence pendant un moment, écoutant le crépitement du feu et les voix lointaines du camp. Puis Raven prit la parole. « Quand j'avais 12 ans, les missionnaires de l'école me disaient non, que les coutumes de mon peuple étaient du paganisme, que la danse du soleil était un rituel barbare qu'il fallait éradiquer. Ils disaient que le seul chemin vers le salut était de renier mes racines, d'accepter le christianisme, de devenir civilisé. » Elle fit une pause, regardant le feu. « Je les ai presque crus. Presque. Mais ensuite, je suis revenu ici pour les vacances d'été, et Nuage Rouge m'a emmené à la danse du soleil. J'ai vu la même chose que vous aujourd'hui, et j'ai compris que les missionnaires avaient tort. Ce n'est pas de la barbarie. C'est un lien avec quelque chose de plus grand que nous. C'est une façon de toucher au sacré. » Josh posa son bol et s'essuya la bouche avec sa main. « À Washington, ils pensent qu'il faut civiliser votre peuple. Lui apprendre l'agriculture, le christianisme, l'anglais. Vous rendre comme nous. » Il secoua la tête. « Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que c'est nous qui devrions apprendre de vous. Apprendre la force, la foi, le lien avec la terre. » « De belles paroles, capitaine, » dit Raven en se tournant vers lui, la prudence dans les yeux. « Mais vous êtes quand même venu ici pour prendre notre terre. Le traité que vous proposez parquera mon peuple dans une réserve où il n'y aura pas de place pour la vie nomade, pour la chasse, pour la liberté. Comment conciliez-vous votre respect avec cela ?» Josh ne trouva pas de réponse, car elle avait raison. Il les respectait, les admirait. Mais sa mission restait la même, les convaincre d'accepter des conditions qui détruiraient leur mode de vie. « Je ne sais pas, » avoua-t-il enfin. « Honnêtement, je ne sais pas, Raven. Mais je sais que s'il n'accepte pas ma proposition, un autre officier viendra avec une armée, et alors il n'y a plus aucun choix. Au moins, j'essayons de donner à votre peuple une chance de préserver quelque chose. » « Les miettes de la table des maîtres, » dit-elle avec amertume. « Vous nous offrez des miettes, et vous appelez ça de la miséricorde. » « Que dois-je faire alors ?» Josh roussa la voix, incapable de se retenir. « Je ne suis qu'un homme, Raven. Je ne peux pas changer la politique du gouvernement. Je ne peux pas arrêter le flot de colons qui se dirigent vers l'ouest en quête de terres et d'or. Je ne peux pas ressusciter les bisons que les chasseurs ont exterminés. Je ne peux qu'essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé. » Elle le regardait, et dans ses yeux, il vit une douleur plus profonde que n'importe quel mot. « Savez-vous ce qui est le plus effrayant, capitaine Mackenzie ?» demanda-t-elle à voix basse. « C'est que je commence à vous croire. Je commence à penser que vous voulez vraiment aider. Et cela me fait plus peur que si vous étiez juste un autre officier qui méprise les Indiens et veut les détruire. Parce que croire qu'un pont peut exister entre nos mondes est la croyance la plus dangereuse de toutes. » Josh tendit lentement la main et toucha la sienne, légèrement, prudemment, lui laissant la possibilité de se retirer. Mais elle ne se retira pas. Ses doigts tressaillirent sous son contact, mais restèrent en place. « Pourquoi dangereuse ?» demanda-t-il. Raven leva les yeux, croisa son regard,
et une étincelle sembla jaillir entre eux, la même qu'il avait sentie lorsque leurs doigts s'étaient touchés pendant les négociations. Parce que les ponts peuvent s'effondrer, capitaine, et ceux qui se trouvent là-dessus à ce moment-là tombent là dans l'abîme. Elle hésita. Et parce que je ne sais pas de quel côté de l'abîme je me retrouverai quand le pont s'effondrera. Avec mon peuple ou avec vous. Elle prononça ces derniers sons un mot si bas qu'il les entendit à peine. Mais ils le frappèrent avec la force d'un coup, car il comprit, elle ressentait la même chose que lui. Cette attraction qui était plus forte que la logique, plus forte que le devoir, plus forte que la loyauté envers leur monde respectif. Ravin, ne dites rien, dit-elle, en retirant sa main et en se levant. Ne dites pas ce que vous alliez dire. Nous savons tous les deux que c'est impossible. Je suis la fille de 2 peuples en guerre. Vous êtes un officier de l'armée qui tue mon peuple. Entre nous, il ne peut y avoir que du travail. Je traduirai. Vous négocierez. Et quand tout sera terminé, nous retournerons chacun dans notre monde. Elle partit sans se retourner. Et Josh resta assis près du feu mourant, sentant quelque chose se briser et se reconstruire en lui. Il était venu ici pour conclure un traité, éviter une guerre, accomplir une mission. Mais maintenant, tout était devenu si compliqué qu'il ne comprenait plus lui-même ce qu'il ressentait et ce qu'il voulait. Il voulait sauver son peuple. Il voulait accomplir son devoir envers l'armée. Et il voulait Raven, avec une force qui l'effrayait lui-même. 3 désirs qui ne pouvaient coexister. Quand il retourna au fort le soir, Harrison l'accueillit avec soulagement. « Dieu merci, vous êtes sain et sauf », je commençais à m'inquiéter. « Comment ça s'est passé ?»« J'ai vu des choses qui m'ont fait voir beaucoup de choses différemment », répondit Josh évasivement, et j'ai compris que ces négociations seraient celles les plus difficiles de ma vie. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité de la caserne, il pensa à Raven, à sa voix quand elle traduisait les chants sacrés, à ses mains quand elle soignait les guerriers blessés, à ses yeux quand elle parlait des ponts qui s'effondrent. Et il comprit qu'il était en train de tomber amoureux d'une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Une femme qui appartenait à 2 mondes et n'appartenait complètement à aucun. Une femme qui pourrait être soit son salut, soit sa perte. 3 jours s'écoulèrent comme un long rêve angoissant. Josh essayait de s'occuper. Il vérifiait des rapports, étudiait des cartes, écrivait des lettres à Washington. Mais ses pensées revenaient constamment au camp des Lakota, à la cérémonie qu'il avait vue, et surtout à Raven. Il ne l'avait pas revu depuis leur conversation près du feu, et cette absence était comme une douleur physique. Le matin du 4e jour, un messager de nuages rouges arriva. Le chef était prêt à reprendre les négociations. La rencontre était fixée à midi, au même endroit près de la rivière. Josh se tenait devant le petit miroir de sa chambre, boutonnant son uniforme bleu foncé. Les boutons de laiton, polis jusqu'à l'éclat, reflétaient la lumière du matin. Il attacha ses épaulettes de capitaine, 2 barrettes d'argent qui indiquaient son grade et sa position. Il serra sa ceinture de cuir à la boucle de cuivre poli, à laquelle pendait l'étui de son revolver Colt calibre 45. Il vérifia que le barillet était chargé. 6 cartouches, comme toujours. Il enfila ses hautes bottes de cavalerie, dont le cuir souple était lustré jusqu'à obtenir un brillant sombre. En regardant son reflet, il voyait un officier de l'armée des États-Unis, le représentant de la force qui apportait la loi et l'ordre sur la frontière, mais qui détruisait aussi des peuples et des cultures entières. L'uniforme était une armure, un symbole, un mur entre lui et ceux avec qui il devait négocier. Et surtout, un mur entre lui et Raven. Il se souvint de la façon dont elle avait regardé son uniforme le premier jour, d'un air évaluateur, les yeux légèrement plissés. Pour elle, ce bleu foncé était la couleur de l'ennemi, la couleur de ceux qui tuaient son peuple.
Combien de guerriers sur la Lakota avaient vu un uniforme semblable avant qu'une balle ne leur transperce la poitrine? Combien de familles avaient perdu pères et fils aux mains des hommes en bleu? Josh passa la main sur le tissu de laine de son uniforme, sentant sa densité et son poids. Ce n'était pas un simple vêtement. C'était son identité, son devoir, son monde. Et maintenant, en l'enfilant, il sentait comme il l'éloignait de cette partie de lui-même qui voulait passer de l'autre côté, vers les prairies, la liberté, vers la femme aux yeux sombres qui vivait entre les mondes. Harrison l'attendait près de l'écurie, avec 2 soldats d'escorte. « Et prêt, capitaine ?» demanda le colonel, l'inspectant avec approbation. « Vous avez fière allure. C'est important, montrer de la force, mais pas de l'agressivité. » Josh hocha la tête en se hissant dans selle. Son cheval, un étalon baille nommé Ringo, s'avança docilement sous son poids. Ils quittèrent le fort au petit trot, et Josh sentait que chaque pas le rapprochait de quelque chose d'inévitable. La clairière près de la rivière était identique à celle d'il y a 3 jours. Nuage Rouge attendait déjà, assis sur la peau de bison, entouré de plusieurs anciens en tenue de cérémonie, et Raven. Josh sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en la voyant. Aujourd'hui, elle portait une robe en daïm vert foncé, brodée de perles d'ambre formant des motifs de feuilles et de branches. La couleur mettait en valeur le teint de sa peau et rendait ses yeux sombres encore plus profonds. Ses cheveux étaient détachés. C'était la première fois qu'il les voyait ainsi, longs, presque jusqu'à la taille, noirs comme l'aile d'un corbeau, avec des reflets bleutés au soleil. Seules quelques mèches d'un côté étaient attressées en une fine natte, ornée de perles de turquoise. Elle se tenait légèrement en retrait du chef, droite et immobile, et lorsque leurs regards se croisèrent, Josh ne vit rien dans ses yeux qui rappelait leur conversation près du feu. Elle était l'interprète, professionnellement distante, prête à faire son travail. Il mit pied à terre, salua et s'approcha de la peau. Nuage Rouge l'invita d'un geste à s'asseoir. Ils partagèrent de tout vacances de nouveau le calumet de la paix, en silence, avec le même poids sacré que la première fois. Le chef Nuage Rouge a passé 3 jours en prière et en conseils avec les anciens, commença Raven, sa voix égale, dénuée d'émotion. Il dit que les esprits lui ont montré une vision. Dans cette vision, il a vu une rivière se séparer en 2 bras. Un bras coule vers une vallée verdoyante, où l'herbe pousse et les oiseaux chantent. L'autre bras coule dans un canyon où il n'y a que des pierres et la mort. Il ne sait pas quel chemin choisir pour son peuple. Josh écoutait, regardant le vieux chef dans les yeux. Il y avait en eux la sagesse de nombreuses années, mais aussi de la lassitude et de la douleur. « Dites au chef que je comprends son choix difficile, » répondit Josh lentement. « Les 2 chemins semblent dangereux, mais je suis venu ici pour l'aider à trouver le bras de la rivière qui mène à la vie et non à la mort. » Raven traduisit, et Nuage Rouge hocha la tête, faisant signe à l'un des anciens de parler. Le vieil homme était ancien. Son visage ressemblait à la terre desséchée de la prairie, sillonnée de crevasses. Il parla d'une voix rauque, et Raven traduisit. L'ancien cerf agile demande pourquoi nous devrions croire vos promesses. Il se souvient du traité de Fort Laramie il y a 30 ans, lorsque son grand-père a apposé sa marque sur le papier, et les hommes blancs ont promis que les terres des Lakota seraient inviolables. Puis les chercheurs d'or sont venus dans les Black Hills et l'armée ne les a pas arrêtés. Le traité n'était plus que des mots sur un papier que l'on pouvait brûler. Josh serra les poings, mais garda une voix calme. Je ne peux pas justifier ce qui a déjà été fait dans le passé. Des traités ont été violés, des promesses n'ont pas été tenues. C'est la vérité et c'est une honte pour mon pays. Il fit une pause, choisissant ses mots. Mais je ne suis pas l'homme qui a violé ces traités. Je suis venu ici pour essayer de faire les choses différemment, et je vous demande de me donner une chance de prouver que tous les hommes blancs ne sont pas des menteurs. Raven traduisait, et il vit quelque chose vaciller dans ses yeux, presque imperceptiblement, mais il le capta. Nuage Rouge reprit la parole.
ses mots coulant comme une rivière, lentement, mais avec force. Le chef dit qu'il voit de l'honnêteté en vous, capitaine Mackenzie. Traduisit Raven. Mais il dit aussi qu'un seul homme honnête ne peut pas changer la volonté de tout un peuple qui veut notre terre. Même si vous tenez votre parole, d'autres viendront après vous, qui voudront à nouveau prendre ce qui reste. Alors nous devons rédiger un traité de telle manière qu'il ne puisse pas être facilement violé, répondit Josh. Je propose de consigner chaque détail, chaque engagement des deux parties. Pas seulement des lignes sur une carte, mais des conditions concrètes. Le gouvernement s'engagera à fournir de la nourriture si la chasse est mauvaise. Il s'engagera à ne pas laisser les colons s'installer sur les terres de la réserve. Il s'engagera à respecter les lieux sacrés et à permettre à la tribu de tenir ses cérémonies traditionnelles. Il sortit de la poche intérieure de son uniforme de nouveaux documents, ceux sur lesquels il avait travaillé les 3 derniers jours, les réécrivant et les complétant. J'ai remanié la proposition initiale. Regardez. Josh déplia les papiers sur la peau. Raven s'agenouilla à côté de lui pour mieux voir le texte, et il sentit la chaleur de son corps, l'odeur de sauge et de fumée qui émanait de ses cheveux. Il dut faire un effort pour se concentrer sur les documents et non sur sa proximité. J'ai ajouté une clause stipulant que la tribu conserve le droit de chasser en dehors de la réserve à certaines saisons, dit-il en montrant une ligne. Et ici, la garantie que les lieux sacrés des Black Hills seront fermés à toute activité commerciale. Raven lisait, ses lèvres remuant en prononçant les mots pieds, pour elle-même. Puis elle commença à traduire pour Nuages Rouges et les anciens, passant son doigt sur le texte, expliquant chaque point en détail. La discussion dura plusieurs heures. Le soleil monta haut, puis commença à décliner vers l'ouest. Josh répondait aux questions, expliquait les termes juridiques que Raven traduisait en langue lakota, trouvant des analogies et des images pour les rendre compréhensibles. Il admirait son intelligence, la facilité avec laquelle elle passait d'une langue à l'autre, en préservant le sens et la nuance de chaque mot. Et à un moment donné, les anciens demandèrent une pause pour discuter entre eux. Nuage Rouge se leva et partit avec eux vers le camp. Josh et Raven restèrent seuls dans la clairière. Harrison et les soldats se tenaient près des chevaux, assez loin pour leur laisser de l'espace. Josh se leva, étirant ses jambes engourdies, et déboutonna le bouton supérieur de son uniforme. La chaleur était étouffante. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, dit-il à Raven. Grâce à vous, ils comprennent ce que je propose. Je fais mon travail, répondit-elle sans le regarder. Elle se tenait au bord de la falaise, observant la rivière qui coulait en contrebas. Josh s'approcha, s'arrêtant à ses côtés. « Raven, nous devons parler de ce qui s'est passé. »« Il ne s'est rien passé, capitaine, » l'interrompit-elle. « Nous travaillons ensemble sur un traité, c'est tout. » Vous savez que ce n'est pas vrai. Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux, il y avait une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher. « Et que voulez-vous que je vous dise » demanda-t-elle à voix basse. Mais une passion contenue vibrait dans sa voix. « Que je pense à vous chaque nuit. Que lorsque je vous vois dans cet uniforme, je ne sais pas ce que je ressens, de la colère ou quelque chose d'autre qui m'effraie encore plus. Que lorsque vous parlez de justice et d'honnêteté, je veux vous croire si fort que c'en est physiquement douloureux. » Josh ne s'attendait pas à une telle franchise. Il fit un pas de plus, sa main frôlant la sienne. « Raven, non, dit-elle en reculant. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas. Mon peuple m'a confié la traduction de ces négociations parce qu'ils croient que je suis de leur côté. S'ils apprenaient que nous... » Elle ne termina pas sa phrase. « Que nous... » insista Josh. « Dites-le à voix haute, Raven. » Elle le regarda longuement, et il vit la lutte dans ses yeux, entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle jugeait juste. « Il ne peut rien y avoir entre nous, » dit-elle enfin, mais sa voix tremblait. « Vous portez l'uniforme de l'armée qui tue mon peuple.
Je suis la fille d'un peuple qui combat le vôtre. C'est impossible. Et si je vous disais que je suis prêt à enlever cet uniforme? Les mots que lui échappèrent avant qu'il ait pu les retenir. Que je suis prête à quitter l'armée si c'est le seul moyen. Ne dites pas de bêtises, le coupa-t-elle sèchement. Vous ne pouvez pas abandonner votre vie pour une femme que vous connaissez à peine. Et je ne veux pas que vous le fassiez. Vous êtes nécessaire ici dans cet uniforme, avec votre grade et votre autorité. Parce que c'est la seule façon pour vous d'aider mon peuple. Si vous quittez l'armée, un autre officier viendra, qui se moquera bien de savoir si nous survivons ou non. La logique de ces paroles était impeccable, mais le cœur de Josh criait contre elle. Alors, que devons-nous faire? Demanda-t-il. Prétendre qu'il n'y a rien entre nous. Continuer ces négociations en nous regardant et en faisant semblant de ne pas ressentir ce que nous ressentons. Raven ferma les yeux, et il vit une larme, la seule qu'elle ne put retenir, rouler sur sa joue. « Nous ferons ce que nous devons faire, » dit-elle en rouvrant les yeux. « Vous serez l'officier qui négocie. Je serai l'interprète qui aide son peuple. Et quand tout sera terminé, que le traité soit signé ou rompu, nous retournerons chacun dans notre monde et essaierons d'oublier ces jours. » « Je ne pourrai pas oublier, » dit Josh doucement. « Même si je vivais 100 ans, je ne pourrais pas vous oublier. » Elle le regardait, et il y avait tant de tendresse et de tristesse dans son regard que Josh eut envie de l'attirer à lui, de la serrer dans ses bras, de la protéger du monde entier. Mais il ne bougea pas, car il savait, un seul contact, et tous les murs qu'ils avaient ainsi soigneusement construits s'effondreraient. « Ils reviennent !» dit Raven en hochant la tête vers le camp, d'où émergeaient les silhouettes de nuages rouges et des anciens. Josh regarda et vit que le chef et ses conseillers revenaient vers la clairière. Il se redressa, boutonna le bouton supérieur de son uniforme, redevenant le capitaine de l'armée des États-Unis. L'armure était en place. Mais à l'intérieur, sous la laine bleu foncé au bouton de laiton, battait le cœur d'un homme qui venait de comprendre qu'il était tombé amoureux, désespérément et sans retour. Nuage rouge s'assit sur la peau, son visage grave. Le chef dit, commença à traduire Raven, sa voix de nouveau professionnellement neutre, que les anciens ont discuté de votre proposition. Ils voient que vous avez apporté des modifications qui montrent du respect pour notre peuple. Mais ils veulent une condition supplémentaire. Ils veulent que vous passiez 1 semaine dans notre camp, que vous viviez avec nous, mangiez avec nous, voyez comment nous vivons. Ce n'est qu'alors qu'ils croiront que vous voulez vraiment la paix, et pas seulement exécuter un ordre. Josh ne s'attendait pas à cela. 1 semaine dans le camp des Lakota, sans les murs du fort, sans le soutien de l'armée. Et, ce qui était encore plus dangereux, 1 semaine entière aux côtés de Raven. Mais s'il n'avait pas le choix. « Dites au chef que j'accepte sa condition, » répondit Josh. « Je viendrai demain à l'aube et resterai aussi longtemps que nécessaire. » Nuage rouge hocha la tête, satisfait. Et Raven regardait Josh, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la peur, car ils comprenaient tous les deux, 1 semaine dans le même camp, à se voir chaque jour, à se parler, à vivre côte à côte, détruiraient les derniers vestiges du mur qu'ils essayaient de maintenir entre eux. Et aucun d'eux ne savait ce qui se passerait lorsque ce mur s'effondrerait définitivement. Josh arriva au camp le lendemain matin avec un petit sac de voyage. Il avait laissé son uniforme au fort, portant à la place des vêtements simples, une chemise de toile grossière, un pantalon de cuir usé, un gilet en peau de cerf qu'il avait acheté à un marchand 1 an plus tôt. Sans épaulettes, sans insigne, sans revolver à la ceinture. Seulement un couteau de chasse dans son fourreau. Il se sentait étrangement nu sans le poids familier de son arme et des symboles de son autorité. Nuage rouge l'accueillit à l'entrée du camp avec plusieurs guerriers. Le chef dit quelque chose, et l'un des jeunes hommes, celui-là même qui avait participé à la danse du soleil, s'avança. Des cicatrices fraîches étaient encore visibles sur sa poitrine,
mais il se tenait droit et fier. « Voici Faucon Rapide », le présenta Raven, apparaissant de nulle part. Aujourd'hui, elle portait des vêtements simples, une chemise en cuir souple de couleur sable et une jupe jusqu'aux genoux, brodée d'un simple motif géométrique. Ses cheveux étaient de nouveau tressés en 2 nattes. Il sera votre, comment dire, guide, professeur. Il vous montrera comment nous vivons, vous apprendra nos coutumes. Faucon Rapide tendit la main et Josh la serra. La poignée de main était ferme, interrogatrice. Le jeune guerrier le regardait avec une curiosité à peine dissimulée et une pointe de méfiance. « Viens, dit Faucon Rapide dans un anglais approximatif. Je te montre le tipi. Tu vivras la solace. » Ils traversèrent le camp et Josh sentit des dizaines de regards sur lui. Les enfants se cachaient derrière leur mère, jetant des coups d'œil curieux. Les femmes interrompaient leur travail pour observer l'homme blanc dans leur camp. Les guerriers l'évaluaient en silence, les mains proches de leurs armes. L'atmosphère était méfiante, mais pas hostile. Faucon Rapide le conduisit à un petit tipi à la lisière du camp. L'intérieur était simple mais propre. Des peaux de bison sur le sol, quelques couvertures, un petit foyer au centre, avec une ouverture au sommet pour laisser sortir la fumée. « C'est ta maison pour un temps, dit Faucon Rapide. Pose tes affaires. Ensuite, on va travailler. » « Travailler ?» répéta Josh. Le jeune guerrier sourit. « Tu pensais t'asseoir et regarder ? Non. Si tu vis avec nous, tu travailles avec nous. Aujourd'hui, nous réparons l'enclos des chevaux. Tu vas aider. » Josh hocha la tête, jetant son sac sur les peaux. Il comprenait le plan de Nuage Rouge. Ne pas simplement observer de loin, mais devenir une partie de la vie de la tribu, même temporairement. Faire l'expérience de leur travail, de leur quotidien, de leur réalité. Les heures suivantes, il travailla aux côtés de Faucon Rapide et d'autres guerriers, réparant la clôture en bois de l'enclos. Le travail était dur, enfoncer des poteaux dans la terre dure, les lier avec des lanières de cuir, transporter de lourdes bûches. Josh était habitué au travail physique dans l'armée, mais c'était différent. Les guerriers travaillaient avec cette efficacité tranquille qui vient de nombreuses années d'expérience. Ils ne se pressaient pas, mais ne gaspillaient aucun mouvement. À midi, la chemise de Josh était trempée de sueur, ses mains endolories par le travail inhabituel. Faucon Rapide s'arrêta, l'observant avec un sourire en coin. « L'officier de l'armée n'a pas l'habitude de travailler de ses mains ?» demanda-t-il avec défi. « Si, répondit Josh en s'essuyant le front avec sa manche. Juste différemment. Dans votre armée, les soldats ne font que tirer et marcher. » Remarqua un autre guerrier, plus âgé. Il parlait mieux anglais que Faucon Rapide. Ils ne construisent pas, ne chassent pas, ne s'occupant pas eux-mêmes de leurs chevaux. Il y a d'autres gens pour ça. Pas tout à fait, objecta Josh. Les soldats font beaucoup de choses eux-mêmes. Mais oui, la structure est différente. Mauvaise structure, dit le guerrier en haussant les épaules. Ça rend les gens dépendants. Un guerrier Lakota doit tout savoir faire. Construire un abri, trouver de la nourriture, soigner une blessure, dresser un cheval, fabriquer une arme. Sinon, ce n'est pas un guerrier, c'est un enfant. Josh ne discuta pas. Il voyait la logique dans leurs paroles. Le système de l'armée créait la spécialisation, l'efficacité d'une grande machine. Mais il privait aussi l'individu de son autonomie. Le travail fut terminé en fin d'après-midi. Faucon Rapide tapa sur l'épaule de Josh, le premier signe d'approbation. « Tu travailles bien pour un homme blanc, dit-il, et sa voix n'était pas moqueuse, seulement la constatation d'un fait. « Viens, on va manger. » Ma mère a préparé un ragoût. Et ils s'assirent près du feu avec la famille de Faucon Rapide, sa mère, son père, sa jeune sœur. La mère du guerrier, une femme d'âge moyen au visage bienveillant, remplit un bol en bois et le tendit à Josh. Il la remercia en langue Lakota, quelques mots que Raven lui avait appris la veille. La femme sourit, surprise et satisfaite.
Le repas était simple mais savoureux. De la viande de bison mijotée, avec des racines et des herbes sauvages. Josh mangea en silence, écoutant la conversation de la famille autour du feu. Ils parlaient en leur langue, et il ne comprenait pas les mots. Mais il saisissait les intonations, la chaleur, la tension, les sujets quotidiens. Cela aurait pu être n'importe quelle famille, n'importe où, partageant un repas et les nouvelles de la journée. Après le dîner, il aperçut Raven. Elle traversait le camp avec 2 seaux d'eau, un joug sur les épaules. Josh se leva et s'approcha d'elle. « Laissez-moi porter, » proposa-t-il. Raven s'arrêta, l'observant. Sa chemise était sale, ses cheveux en désordre, son visage maculé de terre. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, dit-elle. Faucon Rapide m'a dit que vous ne vous êtes pas plaint et que vous n'avez pas demandé de pause. » « Je ne veux pas de traitement de faveur, » répondit Josh. « Si je vis ici, je vivrai comme tout le monde. » Elle l'étudia du regard, et quelque chose s'adoucit sur son visage. « Bien, alors aidez-moi à porter l'eau jusqu'au tipi de Nuages Rouges. Je vis là-bas. Je m'occupe du chef depuis que sa femme est morte il y a 3 ans. » Josh prit les seaux, et ils marchèrent côte à côte à travers le camp. Le soir tombait, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes pourpres et dorées. Les feux s'allumaient dans tout le camp, et la fumée montait en colonne droite dans l'air calme. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda Raven à voix basse. « Dure, » avoua Josh, « mais bonne. Je commence à comprendre comment vous vivez. Ce n'est pas ce que j'imaginais en lisant les rapports à Washington. Et qu'imaginiez-vous? » Je ne sais pas. Quelque chose de plus primitif, je suppose. Il grimaça à ses propres mots. Ça sonne horriblement. Non, c'est honnête, dit Raven en le regardant. La plupart des hommes blancs pensent la même chose. Ils voient nos tipis, nos vêtements de cuir, nos armes, et pensent que nous sommes des sauvages. Ils ne comprennent pas que nous avons notre propre culture complexe, nos propres lois, notre propre philosophie. Elle est juste différente. Et ils arrivèrent au tipi de Nuages Rouges, l'un des plus grands du camp, orné de symboles peints sur le cuir. Josh posa les seaux à l'entrée. « Raven, » dit-il doucement, avant qu'elle ne puisse partir. « Je dois vous demander, combien de temps pourrez-vous m'éviter? Je serai ici 1 semaine. Nous nous verrons tous les jours. » Elle resta immobile, sans se retourner, le dos droit, les épaules tendues. « Je ne vous évite pas, capitaine. Josh. Ici, dans le camp, je suis juste Josh, pas un capitaine, pas un officier. » Raven se tourna lentement. « Josh, » répéta-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonnait comme quelque chose d'intime, de presque interdit. « D'accord, mais ça ne change rien au fait qu'il ne peut rien y avoir entre nous, à part le travail. »« Vous l'avez déjà dit, » répondit-il, « mais plus vous le répétez, moins je crois que vous y croyez vous-même. » Elle fit un pas vers lui, et dans la pénombre du soir, ses yeux semblaient immenses, sombres, pleins de sentiments inexprimés. « Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît ?» Josh voulait la toucher, l'attirer à lui dire tous les mots qui le tourmentaient. Mais il voyait la douleur dans ses yeux, voyait comment elle luttait contre elle-même, et il ne pouvait pas ajouter à sa souffrance. « D'accord, » dit-il doucement, « je n'insisterai pas. Mais sachez que ce que je ressens ne disparaîtra pas simplement parce que nous prétendons que ça n'existe pas. » Raven hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix, et disparut dans le tipi. Les jours s'écoulèrent, chacun rempli de travail et de nouvelles découvertes. Josh aida un groupe de chasseurs à pister un cerf, apprit à poser des collets pour les lapins, répara des harnais en cuir pour les chevaux. Faucon Rapide et les autres guerriers l'acceptèrent progressivement, voyant qu'il n'était ni orgueilleux ni réticent à la tâche. Le 3e jour, Nuages Rouges l'invita dans son tipi le soir. À l'intérieur, il faisait chaud grâce au feu. Les murs étaient décorés de peaux peintes représentant des batailles et des chasses. Le chef était assis sur une peau d'ours, Raven à ses côtés,
cousant quelque chose en cuir. « Assieds-toi », dit Nuage Rouge en désignant une place en face de lui. Il parlait anglais, lentement, avec un fort accent, mais de manière compréhensible. « Je veux te parler. » Josh s'assit, sentant le poids du hippie du moment. Raven continuait de coudre, mais il voyait qu'elle écoutait attentivement. « Tu as passé 3 jours avec mon peuple, » commença le chef. « Qu'as-tu vu ?» Josh réfléchit à sa réponse. « J'ai vu un peuple qui vit en harmonie avec la terre, qui prend soin les uns des autres, respecte les anciens, élève ses enfants avec amour et discipline. J'ai vu que vous n'êtes pas des sauvages, comme beaucoup le pensent dans mon monde. Vous êtes simplement différents, et votre mode de vie possède une sagesse que nous avons perdue. » Nuage Rouge hocha lentement la tête. « Tes paroles sont belles, mais les paroles sont faciles. Je veux savoir, que feras-tu de ce que tu as vu? Quand tu retourneras à ton fort, que tu enfileras ton uniforme bleu, que tu redeviendras capitaine, t'en souviendras-tu? Ou oublieras-tu comme tous les hommes blancs oublient quand ça les arrange ?» La question était directe, incisive, exigeant l'honnêteté. « Je n'oublierai pas, » répondit Josh. « Ces jours m'ont changé. Je ne peux pas redevenir celui que j'étais. Et quand je retournerai au fort, quand nous reprendrons les négociations, je me battrai encore plus fort pour des conditions justes pour votre peuple. »« Pourquoi ?» demanda Nuage Rouge. « Pourquoi est-ce important pour toi? Tu es un homme blanc, un officier de l'armée. On t'a ordonné de négocier, et tu exécutes un ordre. Pourquoi te soucier de ce qui arrivera au Lakota ?» Josh ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Car la vraie réponse était trop personnelle, trop dangereuse. Il regarda Raven et elle leva les yeux de sa couture, croisant son regard. Dans ce regard, il y avait tout, leur conversation, leur proximité, leurs sentiments inexprimés. « Parce que j'ai appris à vous connaître, » dit-il lentement, « pas comme des ennemis, pas comme un problème à résoudre, comme des êtres humains. Et quand on connaît les gens, quand on voit leur vie, leurs espoirs, leurs peurs, on ne peut plus les traiter comme une abstraction sur une carte. » Nuage Rouge le regarda longuement, d'un air perspicace. Puis il tourna son regard vers Raven, et quelque chose passa dans ses yeux, de la compréhension, de l'inquiétude, peut-être même de la tristesse. « Va, Josh, » dit le chef doucement. « Repose-toi. Demain sera une longue journée. Nous partons à la chasse et tu viendras avec nous. » Josh se leva, s'inclina avec respect et sortit. Mais avant que le rideau de cuir du tipi ne se referme, il entendit Nuage Rouge parler à Raven en langue Lakota. La voix du chef était inquiète, presque sévère. Raven répondit à voix basse, mais dans ses paroles, Josh entendit de la douleur, même sans en comprendre le sens. Cette nuit-là, il était allongé dans son tipi, écoutant les bruits nocturnes du camp, un chant lointain près d'un feu, des rires d'enfants, les pleurs d'un nourrisson. Et il pensait que Nuage Rouge avait vu ce que Raven et lui essayaient de cacher. Le vieux chef était sage, et il lisait les gens comme un chasseur lit les traces sur le sol. Le 4e jour, la chasse. Josh chevauchait aux côtés de Faucon Rapide et de 5 autres guerriers. Il avait une carabine qu'un des hommes lui avait donnée, et il sentait la responsabilité de ne pas les décevoir. Il pistait un petit troupeau de cerfs dans les collines à l'ouest du camp. La chasse exigeait de la patience, du silence, la capacité de lire les signes de la nature. Les guerriers se déplaçaient comme des ombres, leurs chevaux marchant sans bruit sur l'herbe. Et il lui faisait des signes, lui expliquait dans un anglais approximatif comment déterminer la direction du vent, comment savoir par les branches cassées où les animaux étaient à passer. Quand ils trouvèrent enfin le troupeau, Faucon Rapide fit signe de s'arrêter. Les guerriers mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux aux arbres. Ils continuèrent à pied, courbés, utilisant chaque buisson, chaque rocher comme abri. Josh les suivait, le cœur battant.
Ce n'était pas une chasse sportive, un divertissement. C'était un moyen de nourrir leur famille, un moyen de survivre. Chaque tir devait compter. Faucon Rapide fit un signe de tête à Josh, lui proposant de tirer le premier. Josh leva lentement la carabine, visa un grand mâle à la lisière du troupeau. Expiration, pause, légère pression sur la détente. Le coup de feu retentit, son écho se répercutant dans les collines. Le cerf tomba, le reste du troupeau s'enfuit en débandade. Les guerriers accoururent envers la proie. Faucon Rapide s'agenouilla, prononça quelques mots dans sa langue, une prière de gratitude à l'esprit de l'animal. Puis il regarda Josh avec respect. Bon tir, net, rapide. L'animal n'a pas souffert. Ils dépecèrent la carcasse ensemble, et Josh ne rechigna pas à la sale besogne. Le sang sur les mains, l'odeur des entrailles, bile, le poids de la viande, tout cela faisait partie de la réalité de la vie, dont sa position d'officier le protégeait habituellement. Le soir, lorsqu'ils revinrent au camp avec leur prise, tout le village sortit pour accueillir les chasseurs. Les femmes prirent la viande pour la préparer et la conserver. Les enfants couraient partout, posant des questions enthousiastes sur la chasse. Raven se tenait près du tipi de Nuage Rouge, et lorsque leurs regards se croisèrent, Josh vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la fierté, de l'admiration, quelque chose qui fit battre son cœur plus fort. Le soir, il y eut une fête. On fit rôtir de la viande, on chanta des chansons, on raconta des histoires. Josh était assis près du feu, entouré de guerriers qu'il acceptait désormais comme un égal. Ils plaisantaient, partageaient des souvenirs d'autres chasses, d'autres temps. Raven s'assit à côté de lui, pas tout près, mais plus près qu'auparavant. Le feu éclairait son visage, jouant avec les reflets de ses cheveux sombres. « Vous avez surpris tout le monde aujourd'hui, » dit-elle à voix basse pour que lui seul l'entende. « Faucon Rapide a dit que vous chassez comme un Lakota, pas comme un homme blanc. C'est un grand compliment. »« J'apprends, » répondit Josh, avec de bons professeurs. Leurs épaules se touchaient presque, et Josh sentait la chaleur de son corps, l'odeur d'herbe et de fumée. Il voulait prendre sa main, mais il se retint, se souvenant de ses paroles. « Josh, » murmura-t-elle, et il y avait une telle tendresse dans sa voix qu'il en eut le souffle coupé. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» Il se tourna, la regarda dans les yeux. « Ce qui devait arriver depuis le début, » répondit-il. « Nous nous voyons, vraiment, et plus nous essayons d'y résister, plus cela devient fort. » Raven ferma les yeux, et il vit ses cils trembler. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur de ce que je ressens. Peur que cela détruise tout. Ou que ça sauve tout, » dit Josh doucement. « Peut-être que c'est exactement ce qu'il faut, qu'entre deux mondes, il n'y ait pas seulement un traité sur papier, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui unit les cœurs, et pas seulement les signatures. » Elle rouvrit les yeux, le regarda, et il y avait une telle profondeur de sentiment dans ce regard que Josh comprit. Les murs s'étaient effondrés. Il ne pouvait plus faire semblant. Mais avant que l'un d'eux ait pu dire quoi que ce soit, le cri d'une sentinelle retentit. Un cavalier entra dans le camp sur un cheval écumant, criant quelque chose en Lakota. Les guerriers se levèrent d'un bond, saisissant leurs armes. Raven pâlit. « Que se passe-t-il » demanda Josh. « Une patrouille de l'armée, » traduisit-elle, la voix tremblante. « Ils viennent ici. Un grand détachement, lourdement armé. Ils seront là dans 1 heure. » Tout changea en un instant. Le monde qu'ils construisaient, la fragile compréhension, tout était menacé. Et Josh comprit que l'épreuve la plus difficile ne faisait que commencer. Le camp explosa d'activité. Les femmes attrapaient les enfants, les faisant entrer dans les tipis. Les guerriers vérifiaient leurs armes, préparaient leurs chevaux. Nuage Rouge sortit de sa demeure, le visage sévère et déterminé. Il donnait des ordres en langue Lakota, et les gens obéissaient instantanément,
sans panique, mais avec une claire conscience du danger. Josh saisit le bras de Raven. Qu'a dit l'éclaireur exactement? Pourquoi la patrouille vient-elle ici? Elle écouta. Elle écouta Nuage Rouge interroger le cavalier, puis se tourna vers Josh, les yeux écarquillés d'anxiété. La patrouille vient de Fort Robinson, pas de Fort Laramie. Elle est commandée par le major Carver. L'éclaireur dit que le major a reçu des informations selon lesquelles il pourrait y avoir un déserteur ou un officier prisonnier dans notre camp. Ils viennent à vérifier. Josh sentit un froid dans sa poitrine. Quelqu'un avait rapporté sa présence ici, en déformant les faits. Pour une patrouille de l'armée d'un autre fort, son séjour dans le camp des Lakota sans escorte pouvait être interprété comme une capture, ou même une trahison. « Ah, Major Carver, murmura-t-il. J'ai entendu parler de lui. Un homme dur qui déteste les Indiens. S'il pense qu'on me retient ici de force, il pourrait attaquer, termina Raven. Utilisez cela comme prétexte. Josh, vous devez quitter le camp immédiatement. S'ils vous trouvent ici, toutes les négociations seront ruinées. Nuage Rouge sera accusé d'avoir enlevé un officier de l'armée. Mais Josh secoua la tête. Non, si je pars, cela donnera l'impression que j'étais vraiment prisonnier et que je me suis échappé. Cela donnera à Carver encore plus de raisons d'être agressif. Je dois rencontrer la patrouille, expliquer la situation. C'est dangereux, insista Raven. Carver n'est pas du genre à écouter les explications. Alors je le forcerai à écouter. Josh se redressa, des notes de commandement dans sa voix. J'ai une mission de plus haute importance, directement de Washington. Carver est peut-être major, mais mes pouvoirs ici sont supérieurs aux siens. Il se tourna vers Nuage Rouge qui observait leur conversation. Chef, j'ai besoin de mon uniforme et de mon cheval. Je vais aller à la rencontre de la patrouille seule pour montrer que je suis libre, que je suis ici volontairement dans le cadre des négociations. Raven traduisit, et Nuage Rouge fronça les sourcils, réfléchissant. Puis il hocha la tête et donna un ordre bref. Faucon Rapide courut au tipi de Josh et en sortit son sac de voyage. Un autre guerrier amena son cheval. Josh se changea rapidement là, près du feu, sans se soucier des convenances. Il retira sa chemise de cuir, enfila une chemise d'officier blanche, boutonna son uniforme bleu foncé dont les boutons de laiton brillaient faiblement à la lumière des feux. Il serra sa ceinture avec l'étui, vérifia son revolver. Il mit ses épaulettes de capitaine. Avec chaque détail de l'uniforme, il sentait son identité d'officier revenir. L'armure se plaçait entre lui et le monde qu'il avait appris à aimer ces derniers jours. Raven le regardait, et il y avait de la douleur dans ses yeux. « Vous êtes de nouveau le capitaine Mackenzie, dit-elle doucement, l'homme en uniforme bleu. « Je dois l'être maintenant, répondit Josh en boutonnant le dernier bouton. C'est le seul moyen de protéger votre peuple de ce que Carver pourrait faire. Et il s'approcha de son cheval, mais avant de monter en selle, il se tourna vers Nuage Rouge. Chef, quoi qu'il arrive, je ne trahirai pas votre confiance. Le traité sera signé, et il sera juste. Je vous le promets. Le vieux chef l'étudia d'un long regard, puis posa une main sur l'épaule de Josh, un geste qui signifiait plus que n'importe quel mot. « Va, dit Nuage Rouge, mais reviens. Notre conversation n'est pas terminée. » Josh monta en selle, tourna son cheval vers la sortie du camp. Raven le rattrapa, saisissant la bride. « Josh, soyez prudent. Carver est imprévisible. S'il décide que vous... Je connais les risques, l'interrompit-il. Puis, incapable de se retenir, il se pencha de sa selle et toucha sa joue de la paume de sa main. Rapidement, tendrement. « Raven, quand je reviendrai, nous devrons parler. Vraiment. Sans mur, sans crainte. » Elle ferma les yeux, pressant sa joue contre sa main pendant un instant,
qui parut une éternité. « Revenez d'abord, » murmura-t-elle. « Ensuite nous parlerons. » Josh lança son cheval au galop dans la nuit. La lune éclairait la prairie d'une lumière fantomatique, et il vit un nuage de poussière à l'horizon. La patrouille approchait. Il galopait à sa rencontre, et à chaque battement de sabot, sa détermination se renforçait. Il ne laisserait pas cela se terminer par une guerre. L'enjeu était trop grand. La paix pour la tribu, un avenir pour les deux peuples, et quelque chose de personnel qui était devenu plus important que tout le reste. La patrouille le vit en premier. Un ordre retentit, et les soldats se mirent en formation de combat, les fusils payés après. En tête sur un étalon noir se tenait un homme en uniforme de major, corpulent, le visage dur et les yeux froids. Josh arrêta son cheval à 50 yards de la patrouille, levant la main en signe de salut. « Major Carver, je suis le capitaine Josh Mackenzie, envoyé de Washington pour négocier avec la tribu de Nuages Rouges. Je vous demande d'arrêter votre progression vers le camp. » Carver s'avança, inspectant Josh avec méfiance. « Capitaine Mackenzie, nous avons reçu un rapport indiquant qu'un officier de Fort Laramie se trouvait dans le camp des Indiens. Expliquez votre présence là-bas. Je suis dans le camp volontairement à l'invitation du chef Nuage Rouge, dans le cadre du processus de négociation, répondit Josh fermement. J'ai des pouvoirs directement du général Sheridan pour mener ces négociations de toute manière que je jugerai nécessaire. De toute manière, Carver eut un sourire méprisant. Y compris vivre parmi les sauvages, enlever votre uniforme, participer à leurs rituels païens. J'ai un témoin qui vous a vu danser près de leur feu, habillé comme l'un d'eux. Josh comprit, quelqu'un du camp ou quelqu'un qui observait de loin avait rapporté les faits en les déformant. La colère monta en lui, mais il garda une voix égale. J'étudie la culture et les coutumes des gens avec qui je négocie. Ça s'appelle la diplomatie, Major. Peut-être devriez-vous essayer un jour, au lieu de tout résoudre par la force. Le visage de Carver s'assombrit. Surveillez votre langage, capitaine. Je suis votre supérieur en grade et en expérience. Et je considère que vous avez outrepassé vos pouvoirs. Ces négociations sont une farce. La seule langue que les Indiens comprennent, c'est celle de la force. Vous vous trompez, objecta Josh. Et si vous approchez votre patrouille du camp, vous ruinerez des mois de travail et risquez de provoquer un incident qui mènera à une nouvelle guerre. Le général Sheridan a été clair. La guerre doit être évitée. Le général Sheridan ne voit pas la réalité de la frontière, trancha Carver. Il est assis dans un bureau à Washington et donne des ordres sans comprendre ce qui se passe ici. Je combats. Les Indiens depuis 30 ans, capitaine. Je les connais mieux que vous ne les connaîtrez jamais. Josh serra les rênes, maîtrisant sa colère. Major, je ne vous demande pas d'approuver mes méthodes. Je vous donne l'ordre de faire demi-tour et de retourner à Fort Robinson. Mes pouvoirs dans cette région sont supérieurs aux vôtres dans le contexte de ces négociations. Carver le toisa d'un regard où se lisaient le mépris et le calcul. Derrière lui, les soldats attendaient, tendus, prêts à l'action. Finalement, le major hocha lentement la tête. « Très bien, capitaine, je vais retirer la patrouille. Mais sachez que je ferai un rapport sur votre conduite. Les autorités supérieures décideront si vos actions étaient injustifiées. » Il se pencha en avant sur sa selle. Sa voix plus basse, mais non moins menaçante. « Et si ces négociations échouent, si un seul soldat meurt à cause de votre mollesse, je veillerai personnellement à ce que vous en répondiez. »« Je suis prêt à répondre de mes décisions, » répondit Josh. « Et vous, êtes-vous prête à répondre des vôtres ?» Ils se regardèrent pendant une longue minute, deux officiers représentant deux approches différentes d'un même problème. Puis Carver tourna brusquement son cheval, cria un ordre à la patrouille. Les soldats firent demi-tour et repartirent, laissant Josh seul dans la prairie. Lorsque le dernier cavalier disparut à l'horizon, Josh sentit la tension quitter ses épaules.
Ses mains tremblaient à cause de la décharge d'adrénaline. Il tourna lentement son cheval et retourna vers le camp. On l'accueillit en héros. La nouvelle qu'il avait arrêté la patrouille s'était déjà répandue dans le camp. Les guerriers s'y l'entourèrent, lui tapant sur les épaules, prononçant des mots dans leur langue qu'il ne comprenait pas, mais dont il sentait la signification. Nuage Rouge se tenait près de son tipi, et lorsque Josh s'approcha, le chef le serra dans ses bras, longuement, fermement, comme on serre un fils. « Tu as prouvé que tes paroles ne sont pas vaines, » dit le chef par l'intermédiaire de Raven, qui se tenait à côté, les yeux brillants de larmes. « Tu as protégé mon peuple, risquant ta carrière, peut-être ta vie. Nous ne l'oublierons pas. »« J'ai fait ce qui était juste, » répondit simplement Josh. « Juste pour qui ?» demanda Nuage Rouge. « Pour tes généraux. »« Pour ton gouvernement ?»« Non. Juste pour les gens. Cela fait de toi plus qu'un officier. Cela fait de toi un ode. Un homme d'honneur. Cette nuit-là, il y eut un autre conseil. Nuage Rouge, les anciens, Josh et Raven étaient assis dans le grand tipi où se prenaient les décisions importantes. Le feu brûlait au centre, la fumée montant vers l'ouverture du toit, emportant leurs paroles vers les esprits. Le chef parla longuement, ses mots se traduirent par Raven, dont la voix était solennelle. Nuage Rouge dit que le Conseil a pris sa décision. Nous accepterons le traité que vous proposez, capitaine Mackenzie. Non pas parce que les conditions sont parfaites, elles ne le sont pas. Non pas parce que nous faisons confiance au gouvernement des hommes blancs, nous ne lui faisons pas confiance. Mais parce que nous vous faisons confiance, à vous. Vous nous avez montré que vous pouviez être un pont entre les mondes. Et tant que de tels ponts existent, il y a de l'espoir. Josh sentait le poids de ces mots, la responsabilité qu'il lui imposait. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce traité soit respecté, promit-il. Et je reviendrai ici pour vérifier que tout fonctionne, pour me battre pour vous à Washington quand ce sera nécessaire. Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. Le calumet de la paix circula et chacun tira une bouffée, scellant l'accord. Quand le conseil fut terminé, Josh sortit du tipi. La nuit était claire, les étoiles tapissaient le ciel. Il resta là, regardant vers le haut, ressentant un étrange mélange de triomphe et de tristesse. Mission accomplie, le traité serait signé. Mais cela signifiait que son temps ici touchait à sa fin. Josh. Il se retourna. Raven se tenait dans l'ombre, son visage indiscernable dans l'obscurité. « Venez, » dit-elle doucement. « Je dois vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit hors du camp, en haut d'une colline. Ils marchaient en silence, seuls leurs pas bruissant dans l'herbe. Au sommet de la colline, Raven s'arrêta. De là, on avait une vue sur le camp en contrebas. Les tipis éclairés de l'intérieur par les feux, la fumée montant vers les étoiles, les voix et les rires lointains. « Je venais ici quand j'étais enfant », commença Raven en s'asseyant sur l'herbe. Josh s'assit à côté d'elle. « Quand je ne savais pas qui j'étais, ni blanche, ni indienne, trop éduquée pour la tribu, trop sauvage pour la ville. Je m'asseyais ici et j'essayais de comprendre où était ma place dans ce monde. »« Et vous avez trouvé la réponse ?» demanda Josh. « Non, avoua-t-elle. Je ne l'ai jamais trouvée. J'ai juste appris à vivre entre les mondes, sans appartenir complètement à aucun. C'est solitaire, Josh. Très solitaire. » Il se tourna vers elle, et à la lumière de la lune, son visage était parfait, beau et triste. « Raven, vous n'avez pas à être seul, » dit-il doucement. « Je suis là. Je vous vois, vous tout entière, vos deux mondes, et je ne veux pas que vous choisissiez. Je veux être avec vous, quel que vous soyez. » Des larmes brillèrent sur ses cils. « Comment est-ce possible? Vous êtes un officier de l'armée. Votre vie est dans les forts, les villes, dans ce monde où les gens comme moi n'ont pas vraiment leur place. Je ne peux pas être une épouse d'officier, assise au dîner,
prétendant être quelqu'un que je ne suis pas. Alors je ne vous le demanderai pas, répondit Josh. Je ne sais pas comment ça marchera. Je ne sais pas ce que l'armée dira, ce que les gens penseront. Mais je sais une chose. Ce que je ressens pour vous est plus fort que toutes les règles et conventions. Et si je dois choisir entre ma carrière et vous, je vous choisirai. Ne dites pas ça, murmura Raven. Vous ne pouvez pas tout abandonner pour moi. Pourquoi pas? Josh prit ses mains dans les siennes. Raven, cette semaine m'a changé. J'ai vu un autre mode de vie, d'autres valeurs. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à combattre des gens qui veulent juste vivre librement. Je veux être ce pont dont parlait Nuage Rouge. Et je veux que vous soyez à mes côtés. Elle le regardait, des larmes coulant sur ses joues, mais elle ne les essuyait pas. J'avais si peur de ça, avoua-t-elle. Peur de tomber amoureuse de vous, parce que je savais que ça me briserait le cœur. Mais je suis quand même tombée amoureuse. Dès le premier jour où je vous ai vu, si sûre de vous dans votre uniforme, mais avec des yeux fatigués et bons. Josh l'attira à lui, et elle ne résista pas. Leurs lèvres se rencontrèrent, tendrement, prudemment, comme s'ils craignaient tous deux de briser l'instant. Le baiser était salé de ses larmes, chaud de leur souffle, plein de tous les sentiments inexprimés qu'ils avaient gardés en eux. Quand ils se séparèrent enfin, Josh pressa son front contre le sien, leur souffle se mêlant. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » murmura-t-il. « Mais je sais que je veux le découvrir avec vous. » Raven hocha la tête, encadrant son visage de ses mains. « Alors soyons un pont ensemble, » dit-elle. « Entre les mondes, entre les peuples. Ce sera difficile, Josh. Les gens nous jugeront, des deux côtés. »« Qu'ils jugent, répondit-il, ça m'est égal. » Ils restèrent sans sur la colline jusqu'à l'aube, enlacés, parlant d'un avenir qui semblait impossible et en même temps le seul juste. Ils planifiaient, rêvaient, construisaient des châteaux en Espagne qui, peut-être, deviendraient un jour réalité. La cérémonie de signature du traité eut lieu 3 jours plus tard, sur la même clairière près de la rivière, où les négociations avaient l'envie commencé. Nuage Rouge apposa sa marque sur le document, ne sachant pas écrire. Il dessina le symbole traditionnel de son nom. Josh signa en tant que représentant du gouvernement des États-Unis. Harrison et plusieurs anciens furent les témoins. Tiens. Raven traduisait les paroles de cérémonie. Sa voix était égale. Mais Josh voyait ses mains trembler en tenant les documents. Quand tout fut terminé, Nuage Rouge s'approcha de Josh et Raven. Le vieux chef les regarda longuement, ses yeux sages voyant ce qu'il n'essayait plus de cacher. « Vous vous aimez, » dit-il simplement. « Cela se voit pour quiconque regarde. » Il fit une pause. « C'est une bonne chose. L'amour entre les mondes peut être plus fort que n'importe quel traité. Mais il exige aussi plus de courage que n'importe quelle bataille. »« Nous avons ce courage, » répondit Josh en prenant la main de Raven. « Alors allez, » dit Nuage Rouge en posant ses mains sur leurs têtes en signe de bénédiction. « Bâtissez votre pont, vivez entre les mondes, mais vivez ensemble. Et quand ce sera difficile, et ce le sera, souvenez-vous de ce jour, de cette terre, de ses promesses. » Josh retourna à Fort Laramie, mais il n'était plus le même homme. Et il soumit son rapport sur les négociations, obtint l'approbation de Washington. Le traité fut ratifié, bien que beaucoup dans l'armée le considérassent en trop indulgent. Carver, comme promis, déposa une plainte, mais les pouvoirs de Josh le protégèrent de conséquences graves. 1 mois plus tard, il demanda une mutation au poste d'officier de liaison entre l'armée et la réserve, un nouveau poste créé spécialement pour superviser l'application du traité. Cela signifiait moins de prestige, moins d'avancement, mais plus de liberté et la possibilité de rester près de la tribu, près de Raven. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Cela aurait été trop scandaleux pour les deux parties. Mais Josh construisit une petite maison à la frontière entre les terres de la réserve et le territoire des colons blancs. Une maison qui n'était ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Comme leur vie. Raven emménagea avec lui 6 mois plus tard.
Nuage Rouge bénit leur union selon les traditions Lakota, bien qu'il n'y ait pas eu de cérémonie officielle. Pour la tribu, elle restait l'interprète et le pont entre les cultures. Pour Josh, elle y était l'amour de sa vie. Il vivait entre les mondes, visitant le camp des Lakota, où Josh continuait d'apprendre à chasser et à comprendre la langue, et se rendant au fort, où Raven gagnait progressivement le respect, même des épouses douées d'officiers qu'il avait d'abord regardées avec méfiance. Ce n'était pas facile. Il y avait des jours où Raven pleurait de solitude et d'incompréhension. Il y avait des jours où Josh doutait de ses décisions, quand la carrière de ses camarades progressait alors qu'il restait à son modeste poste. Il y avait des moments où le pont entre leurs mondes semblait trop fragile, trop tendu. Mais ils tenaient bon. Ils se tenaient l'un à l'autre, à leur amour, à leur conviction que deux mondes pouvaient coexister s'il y avait des gens prêts à se tenir entre eux. Un an plus tard, lorsque Raven lui annonça qu'elle attendait un enfant, Josh comprit que leur pont était devenu quelque chose de plus, le début d'un nouveau chemin, d'un nouveau monde, où il n'y aurait plus de division entre nous et eux. Ils se tenaient sur le seuil de leur maison, regardant Raven revenir du puits avec un seau d'eau. Le soleil couchant éclairait sa silhouette, rendant ses cheveux flamboyants. Elle lui sourit, ce sourire qui faisait encore battre son cœur plus vite. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en montant sur le porche. « Au fait que le jour où je suis arrivé à Fort Laramie, je cherchais un moyen de conclure un traité, » répondit Josh en la serrant dans ses bras. « Et j'ai trouvé bien plus. J'ai trouvé un foyer. Je me suis trouvé. Je t'ai trouvé. » Raven se blottit contre lui, posant sa tête sur sa poitrine. Et nous n'avons jamais su de quel côté l'abîme s'effondrerait. Si le pont se brisait, murmura-t-elle, répétant ces paroles de leur première conversation. « Le pont ne se brisera pas, » répondit Josh avec assurance. « Parce que nous l'avons construit ensemble, et nous le renforcerons chaque jour, toute notre vie. » Au loin, on entendit un chant, venant soit du camp des Lakota, soit des colons de l'autre côté de la rivière. Les sons se mêlaient dans l'air du soir, devenant une seule mélodie. La mélodie d'un nouveau monde qu'ils construisaient, pas parfait, pas simple, mais le leur. Un monde où l'amour était plus fort que la haine, où la compréhension triomphait de la peur, où deux personnes de mondes différents pouvaient se tenir ensemble et regarder l'avenir avec espoir. Et c'était suffisant. Plus que suffisant.